Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, au moins 2 morts et 5 blessés, dont des enfants, suite à des tirs d'obus à Tombouctou, une ville déjà éprouvée par un blocus sévère imposé par des djihadistes depuis plusieurs mois. Les candidatures se multiplient au Sénégal à 5 mois de la présidentielle de février 2024. Mais est-ce le cas de notre invité de ce soir qui se définit comme un militant anti-impérialiste populaire et panafricain, membre de PASTEF, dont le leader Ousmane Sonko est en prison? Le député de l'opposition Guy Marius Sagna est notre invité. Nous irons sur l'île Maurice pour découvrir le tout nouveau musée intercontinental de l'esclavage avec une collection rare de visages captifs africains moulés au 19e siècle sur l'île, un vrai trésor anthropologique découvert récemment et qui suscite des émotions. Vous le verrez, reportage à suivre. En ce 22 septembre, le Mali devait célébrer le 63e anniversaire de son indépendance. Mais en ce vendredi, le cœur n'est pas à la fête. Les célébrations avaient été annulées face à l'urgence sécuritaire. On écoute le président de la transition du Mali qui envisage les mobilisations des réservistes. Avec la nouvelle dynamique consécutive au retrait de l'aménagement et les opérations militaires en cours, le Mali recouvrera sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. D'où un changement radical de mode opératoire dans la lutte contre les groupes armés terroristes, dont les actions perfides ne consistent de nos jours qu'à s'attaquer aux populations civiles innocentes en guise de représailles des lourdes pertes que leur infligent les forces de défense et de sécurité. Ce jeudi, 2 personnes sont mortes et 5 ont été blessées, dont des enfants, après des tirs d'obus sur la ville de Tombouctou, celle qu'on appelle la perle du désert au nord du pays et sous blocus des djihadistes et des affiliés à Al-Qaïda depuis plusieurs mois. Coupés du monde, les habitants suffoquent. Ludovic de Foucault. Tout a commencé avec des messages vocaux publiés début août par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, une alliance djihadiste affiliée à Al-Qaïda. Dans ces messages, le groupe annonçait une guerre dans la région de Tombouctou. Depuis, la ville est sous blocus. Les camions n'entrent plus, les produits de première nécessité commencent à manquer, les prix augmentent. Le marché actuellement est très difficile. Parce que si ça continue comme ça, vraiment, il y a beaucoup de boutiques qui vont se fermer. Parce que si l'aliment ne rentre pas normal, comme l'huile, le lait, les sucres, les riz, les mines, si ça ne roule pas bien, vraiment, ça va être un peu difficile sur la population. Le fleuve Niger au sud offrait une solution pour acheminer biens et personnes, mais la navigation est arrêtée depuis l'attaque contre un ferry le 7 septembre qui a coûté la vie à des dizaines de personnes. Et dans les airs, Sky Mali, seule compagnie à desservir Tombouctou, a annulé ses vols après une attaque à l'obus, non loin de l'aéroport. Aujourd'hui, vraiment, la situation, on peut le dire ainsi, elle est intenable. Les populations de Tombouctou souffrent. Et c'est un cri de cœur, vraiment. Les djihadistes ne visent pas nécessairement les villes, mieux défendues, mais étendent leur emprise sur les zones rurales et maintiennent la pression sur l'État central. Ils ne sont pas les seuls. Les retraits des forces françaises et des missions de l'ONU ont aussi fait réapparaître la menace d'une offensive de groupes séparatistes à dominante touareg et arabe. À 5 mois de la présidentielle sénégalaise, les candidatures se multiplient. Après la désignation du Premier ministre Amadou Ba comme unique candidature de la coalition au pouvoir, un ancien Premier ministre de Macky Sall a aussi fait part de son choix de briguer le fauteuil suprême. Mohamed Boun Abdallah Dionne dit vouloir poursuivre le rêve d'un Sénégal souverain, industrialisé, inclusif et émergent. Notre invité est dans l'opposition. Il se définit comme un militant anti-impérialiste, populaire et panafricain. Du nom de son mouvement, France Dégage frappe Front pour une révolution anti-impérialiste, populaire et panafricaine. Il est député de l'opposition, membre du parti d'Ousmane Sonko, appartenant à la coalition Yewwi Askan Wi. Guy Marius Sagna, merci d'être sur le plateau du Journal de l'Afrique de France 24. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie. Alors, pour commencer, les nouvelles, peut-être, d'Ousmane Sonko. Sa grève de la faim a été arrêtée début septembre. Je rappelle qu'il est en prison depuis le 28 juillet. Comment va-t-il ?
Il est choqué de son emprisonnement, scandalisé par la violation de ses droits, préoccupé par la situation de 1500 détenus politiques, préoccupé par l'arbitraire et les violations quotidiennes du président Macky Sall et de son gouvernement. Et oui, il nous demande d'être focus vers la victoire de février 2024 qui va le consacrer 5e président du Sénégal. Donc vous pensez qu'il sera capable d'être candidat physiquement déjà, et est-ce qu'il sera éligible en février? Vous pensez que ce sera le cas, vous? Oui. Ça ne fait aucun doute. Nous le pensons fortement, nous le pensons énergiquement, et nous sommes en train de peaufiner le programme que nous allons présenter aux Sénégalais. Nous sommes aussi en train de collecter notre budget électoral qui va nous permettre de financer sa campagne électorale à lui, le président Ousmane Sonko, et nous n'avons aucun doute quant à notre victoire dès le premier tour. Alors, Ousmane Sonko, pour vous, devrait être au-delà de votre parti, devrait être candidat de Yewwi Askan Wi, de toute l'opposition. Est-ce qu'il est en mesure de représenter toute l'opposition aujourd'hui? Alors, pas de la coalition, en tout cas, Yewwi Askan Wi. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il sera le candidat de toute l'opposition ou de tous les membres de Yewwi Askan Wi, mais nous voulons un Ousmane Sonko qui sera le candidat de tous ceux qui veulent changer radicalement, structurellement les relations entre le Sénégal et le reste du monde. Que le Sénégal et l'Afrique ne soient plus les chevaux du reste du monde, des pays impérialistes, et que pour un Sénégal et une Afrique souveraine, unie, prospère, où on ne verra plus ce drame que constitue l'immigration piroguière, l'immigration irrégulière qui passe par le désert du Sahara, l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, dont on dit que par exemple en Espagne, qu'il y a eu 16 000 Africains entre janvier dernier et juillet dernier. Nous voulons un Sénégal où, en fait, par ce changement mais radical de nos relations avec le reste du monde, nous déroulons le tapis rouge aux paysans sénégalais, aux éleveurs sénégalais, au patronat en fait sénégalais, pour que nous créions de la richesse et de l'emploi pour tous les Sénégalais. Alors, revenons sur la partie politique. Donc, vous, par exemple, vous ne seriez pas candidat, même si les membres de PASTEF vous le demandaient et que le président Ousmane Sonko, comme vous l'appelez, était empêché. Vous ne seriez pas candidat si on vous le demandait? Les membres de PASTEF ne me le demanderont pas parce qu'ils ont la ferme conviction que Ousmane sera candidat. Il est notre candidat et nous ne voyons pas ce qui peut l'empêcher d'être candidat. Il a conservé tous ses droits politiques, tous ses droits civiques, et donc il est électeur, il est éligible jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel en décide autrement. Pour l'instant, nous allons mener notre campagne pour son élection dans 5 mois. Et alors, au sein de Yewwi Askan Wi, donc cette coalition de l'opposition à laquelle appartient PASTEF, votre ancien allié Barthélémy Diaz, lui, il dit que clairement, il se porte candidat si jamais Khalifa Sall était empêché, etc. Est-ce que ça, toutes ces candidatures-là, c'est pas de nature justement à empêcher la victoire de l'opposition comme vous le souhaitez? Absolument pas. Nous estimons que nous avons l'offre politique la plus conforme aux intérêts du peuple sénégalais, parce que c'est une offre politique qui met en avant les intérêts du Sénégal, qui ronde avec ce franc CFA néocolonial, qui ronde avec les accords léonins comme les accords de pêche, qui arrachent de la bouche de nos pêcheurs nos ressources halieutiques au profit des bateaux de l'Union européenne, etc. C'est en fait une offre qui dit que 90% de notre or doit rester au Sénégal et peut-être 5 ou 10% doivent sortir, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui où c'est 90% de l'or du Sénégal qui sort et seulement 5 ou 10% reste. D'où la misère, d'où la pauvreté, d'où l'incapacité. Oui, mais la richesse du Sénégal n'est pas basée sur l'or. Aux dernières nouvelles, c'est pas là où on fait l'argent. C'était une illustration pour dire si nos ressources naturelles, si nos ressources minières sortent du Sénégal à proportion de 80%, 90% ou 95%, c'est normal qu'il n'y ait pas suffisamment d'argent pour satisfaire les préoccupations des Sénégalais. Et donc l'offre de Ousmane Sonko, le projet de PASTEF, c'est d'inverser la tendance, que le peuple sénégalais soit souverain sur ses richesses, sur ses ressources, pour la prospérité et la richesse des Sénégalais. C'est pourquoi l'offre de Ousmane Sonko, de notre point de vue et de PASTEF, est l'offre la plus crédible et l'offre la plus conforme aux intérêts des Sénégalais et l'offre pour laquelle la majorité des Sénégalais, de mon point de vue, votera en février 2024. Donc vous êtes aussi donc, à la tête de ce mouvement, France Dégage, Frappe France Dégage. Pourriez-vous nous préciser en quelques mots le projet politique? Parce qu'au-delà de faire partir le Sénégal, qu'est-ce que vous souhaitez en fait? Vous faites faire partir la France. Absolument pas. En réalité,
le FRAPP a lancé une campagne dont la dénomination complète est « Pour la souveraineté monétaire, France dégage ». Pour dire, la France n'a rien à faire dans nos affaires monétaires, tout comme les Africains ne sont pas présents dans les affaires monétaires de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a un Africain qui siège au conseil d'administration de la Banque centrale de l'Union européenne? Mais non, que nenni. Pourquoi est-ce que la France continue à siéger dans nos banques centrales? Pourquoi est-ce que c'est la France qui produit nos signes monétaires? Pourquoi est-ce que c'est la France qui détermine et pèse sur les options monétaires de nos pays? D'où d'accord, le fait que nous soyons incapables d'utiliser le levier monétaire pour lutter contre le chômage, pour donner suffisamment de crédit à nos patrons, à nos agriculteurs, etc. C'est un des projets de PASTEF, c'est un des projets de Ousmane Sonko, et c'est pourquoi nous disons que oui, ce projet-là, c'est le projet patriotique, c'est un projet panafricain, et voilà, ce n'est pas les Français, ce ne sont pas les Français, ce n'est pas la France, mais pour dire non à cette immixtion, cette ingérence, cette occupation monétaire de la France. C'est surtout sur la monnaie. On vous a entendu. Tout à fait. Merci beaucoup. Mais aussi sur l'armée étrangère française qui occupe aussi le Sénégal. D'accord, on vous a entendu. Merci beaucoup, Guy-Marius Sagna. Merci beaucoup. Allez, restez avec nous car je vous emmène à Maurice à la découverte du musée intercontinental de l'esclavage qui ouvre enfin ses portes après 12 ans de travaux pour réconcilier la population avec son histoire. Les visiteurs peuvent découvrir une chose rare, une collection de captifs africains moulés au 19e siècle sur l'île, un véritable trésor anthropologique découvert récemment et qui suscite évidemment l'émotion sur place. Reportage à Port-Louis, Abdullah Erali. Ces images et ces captations 3D sont inédites. Elles représentent des bustes de captifs africains moulés sur nature en 1846 à Maurice et découverts en France au Château Royal de Blois il y a 5 ans seulement. Leur présence au musée intercontinental de l'esclavage est un moment intense pour leurs descendants. Ça m'émeut, ça m'impressionne, ça m'émeut d'être là. On fait quelque chose. On est sentiment le bateau, pas qu'on est avec eux. Ça fait un drôle d'impression, un drôle de sensation, un drôle de feeling. Voilà. Ce captif africain était originaire du Mozambique, nom d'origine Nyamakanyua, rebaptisé Jean-Hector Lili. Lili, un nom porté encore 200 ans plus tard par des familles mauriciennes. Très émouvant de pouvoir voir le visage de nos ancêtres, des premiers Lili qui sont débarqués à l'île Maurice. On ne croyait pas, absolument pas, que quelque chose comme ça pouvait être possible, de pouvoir retrouver les visages de nos ancêtres. La collection est accompagnée d'une documentation individuelle de captifs originaires du Mozambique, du Malawi, de la Tanzanie et des Comores notamment. Une mine d'informations pour les chercheurs mauriciens qui prônent la réparation. C'est un musée qui, d'abord, est là à vocation de réparation historique, culturelle. Cette histoire a été niée. Ici, à Maurice, l'idée de ce musée, c'est surtout représenter ceux qui sont absents. La création du musée intercontinental de l'esclavage découle des 290 recommandations faites en 2011 par la commission Justice et Vérité, une commission destinée à réconcilier la population mauricienne avec son passé. C'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ceux de Ziguinchor à Port-Louis en passant par Tombouctou. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24.